Je retourne sur les bords de la Garonne, à Bordeaux. Quand on l'évoque, on pense au vin, à son architecture classique, inscrite sur la liste du patrimoine historique de l'UNESCO depuis 2007. Mais on y trouve un grand nombre de communautés qui dynamisent cette métropole. Bordeaux, c'est une ville d'échange tournée vers l'international, notamment vers le continent latino-américain. C'est ici, dans le centre historique, qu'un artiste mexicain a posé ses valises. Par amour, puis par choix. La halle des Chartrons. Semaine de l'Amérique latine. Ah, c'est magnifique. Waouh. Bonjour. Ah, je suis très content. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ah ben, merci à vous. Merci beaucoup. Vous allez commencer par nous dire votre nom, votre prénom. Ivan Torres. Ivan Torres. On va s'appeler Ivan. Ivan. Moi, c'est Magloire. Magloire, enchanté. Vous êtes un artiste? Oui. Ça, c'est un tableau qui parle de l'héritage que mon peuple, le peuple mexicain, a fait pendant 500 ans, après la colonisation et pendant et jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Tecalitlán, c'est le village de mon père. Voilà. D'accord. Tecalitlán, ça se trouve où dans le Mexique? Au sud de Jalisco, l'état de Jalisco, au centre du Mexique. En langue náhuatl, ça veut dire lieu où on peut trouver des pierres pour faire des maisons. Il y a ce tableau-ci. Oui, et j'ai l'autre là-bas. Mais tout ça, c'est un collectif d'artistes latino-américains. Nous, on fait partie comme association d'artistes, MACLA, et Mexicanos en Bordeaux. C'est deux associations qui sont dans les mêmes lieux. Et moi, j'ai envie de savoir comment le Mexicain de Tecalitlán est arrivé à Bordeaux, place du marché des Chartrons. C'est une exportation voulue avec mon ex-compagne, elle est française. Donc, on a décidé de rentrer en France en 2004. J'étais marié avec elle. Après, le destin a fait qu'on part dans des chemins différents. Et je suis resté ici. J'ai commencé à construire une identité française par le départ de la culture. C'est vrai que les chemins naturels pour nous, les Mexicains, et plutôt les gens d'Amérique latine, c'est les États-Unis. Oui. Mais la France a cette particularité de la culture, l'histoire et surtout l'amour qu'on a, nous, en Amérique latine, pour le peuple français. On peut être mexicain et avoir cet amour-là pour la France, particulièrement la France. Parce qu'on parle d'immigration, on a reçu, nous, une immigration française, à une époque où les Français ils sont émigrés pour faire fortune au Mexique. Et ils sont restés à Mexico. Et ils sont tellement aimés qu'ils ont commencé à construire des liens avec la France et le Mexique. Ça, c'est le 19e. Au 18e, c'était aussi la question de la guerre, parce que la France a envahi le Mexique en 1800, je ne me rappelle pas bien la date, et a installé un Maximilien, un vice-empereur. Et le destin a fait que la culture a lié les deux pays, notamment avec la peinture, la musique. Par exemple, Diego Rivera, très connu. Oui. Il est venu ici en France faire des études. Frida Kahlo a fait son exposition très connue aussi en 1900, avant la guerre, deuxième guerre. Ils étaient déjà connus tous les deux. Ils étaient déjà connus. De leur vivant. Et des réalisateurs, des acteurs, des écrivains, les Clésio, tous ces gens-là, le beau monde surréaliste, ils ont trouvé le Mexique fascinant. Et le Mexique a toujours fait un pont entre la France et le Mexique. Et la France et le Mexique. Ivan, au Mexique, c'est déjà un garçon, un artiste. Oui, journaliste à l'époque. Quel type de journalisme? Écrit, culture et questions politiques de la ville de Guadalajara. J'ai commencé à peindre en 2007 parce que je n'avais pas la manière d'exprimer ou de donner mon opinion au niveau écrit. Donc j'ai trouvé les moyens simples des couleurs, l'alphabet des couleurs et des formes. Donc l'idée, c'est de partager ce que Bordeaux m'a donné, ce que la France m'a donné, avec des expositions, des collectifs, des expressions avec les publics, avec les artistes qui sont là. Et à chaque fois, c'est donner ce que la France nous a donné déjà. C'est un commerce équitable. Je suis dans un cercle d'amitié assez profond, français, latino, de tous les horizons. Et je me sens très, très riche là-dessus. Ouais. C'est l'atelier de broderie mexicaine. C'est Gisèle qui est la prof de broderie. Bonjour Gisèle. Bonjour. Vous venez d'où Gisèle? Mexique. Du Mexique. Et c'est une technique de broderie mexicaine? Oui, c'est la technique
broderie du Mexique qui s'appelle Tenango. C'est ça. Tenango. Il y a des différentes façons de faire, mais la traditionnelle, c'est comme ça. C'est avec des couleurs et avec des fils de coton comme de ce type et avec des tissus d'algodon. C'est une broderie qui commençait à 70 ans. La culture dit qu'elle a commencé pour une femme qui s'est attrapée pendant un orage. Merci. Un orage qui s'est caché dans un caverne. Donc il a commencé à visualiser, à visser des animaux comme ça. Donc il a fait de la broderie pour passer le temps. La technique qu'on voit là, elle est spécifiquement mexicaine. Oui, c'est un point commun qui s'appelle, ici en France, s'appelle point de chausson. Et donc ça veut dire qu'en France, on peut trouver ce genre de technique aussi. Oui, mais... Le savoir-faire, non? Oui, c'est ça. J'ai appris les cours sur place et j'habitais avec les artisans, donc il m'a montré vraiment la façon de faire les broderies. Et aussi, en plus de montrer comment est-ce qu'il habite. Vraiment, les artisans au Mexique, des savoir-faire. Les artisans au Mexique, ils ne profitent bien de l'argent. Vraiment, il est fait pour le cœur, pour la passion de partager l'héritage du Mexique. Pero está lleno de nudos, ¿viste? Está lleno de nudos. Pero sí. A ver si Ça s'appelle un quechemil avec mole negro. C'est une conjugaison entre un vêtement traditionnel mexicain, qu'on appelle aujourd'hui un poncho, brodé, mais là ici c'est peint, avec un plat mexicain qu'on connaît, mole. Qu'est-ce que signifie cette association entre le quechemil et le mollet? Ça, c'est une association autour des traditions qui lient le Mexique, c'est-à-dire l'époque préhispanique, l'héritage métissage. Et parce que je dis toujours qu'on a trois racines en Amérique latine. On a l'Espagne, l'Europe, les indigènes de chez nous et l'Afrique. Est-ce à dire que c'est un manifeste antiraciste? C'est un manifeste de dire qu'on existe et qu'on n'a pas oublié l'histoire. Par contre, on essaie de construire une nouvelle mémoire. C'est-à-dire, on est là, on sait ce qu'on a vécu, maintenant il faut réinventer une manière d'entendre. Et de se comprendre. Et se comprendre, parce qu'on n'est pas des victimes. On était, mais aujourd'hui, je ne suis pas une victime, je suis un porte-voix de ce qu'il faut faire pour construire quelque chose qui est au-delà du racisme et de la discrimination. C'est là que je dis que la culture sauve. Tes origines très lointaines, c'est le peuple premier aussi? Mon père, il était plutôt indien. Avec ma mère, elle était plutôt européenne. C'est pour ça qu'on a un mélange un peu... ça se voit. Parce que les Mexicains, à l'époque, ils n'avaient pas des cheveux, des cheveux comme ça. Il n'était pas poilu comme toi? Mais non, moi, je suis poilu, parce qu'il y a un héritage un peu espagnol. Mais mon père, il était la peau très, très brun. Et c'est le mélange de ces deux peuples, c'est le métissage. Donc on ne peut pas nier qu'on est conçu de trois histoires différentes. Donc, le savoir, le partager, le comprendre, c'est bien pour le dire au présent. C'est une ancienne église du XIe siècle qui a été désacralisée et transformée par la mairie de Bordeaux en espace culturel, espace d'exposition, où on expose depuis une semaine un photographe péruvien qui s'appelle Lucas Isaac, et une exposition qui s'appelle Là où dansent les diables. Ton association s'appelle comment? CLAC. Oui, CLAC, Kaléidoscope Laboratoire Culturel. CLAC. CLAC, d'accord, avec un K alors. Ok, d'accord. Avec un K, oui. Donc c'est ici. Ah, mais c'est une superbe salle d'exposition, disons. Oui, Ah non, mais c'est splendide. c'est grand. Vous allez voir, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah oui, le lieu est magnifique, hein? C'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant parce que c'est une église. Et maintenant, c'est Mais- sacralisé par la culture. Par là. Donc c'est sacré. Oui, toujours C'est sacré. C'est une exposition qui parle des pompiers de la ville de Lima, D'accord. au Pérou.
Lucas Isaac, c'est un photographe des rock très connu en Amérique latine. Par exemple, il a fait les dernières tournées sud-américaines avec les Rolling Stones. Il vient d'où? Il est péruvien. Il a commencé un projet pour photographier les pompiers de la ville de Lima. Pourquoi? Parce qu'au Pérou, tous les pompiers sont bénévoles. Il n'y a pas de pompiers professionnels. Ils font ça gratuitement. Et lui, il voulait valoriser ça, mettre en valeur ça. Donc, il a commencé ce projet. Il a suivi pendant plus de 5 ans les pompiers, faire des photos, montrer leur travail. Et aussi, comme Lima et Bordeaux sont des villes qui sont jumelées, créer un lien. Ça a tout son sens. Créer un lien entre les pompiers de Bordeaux, les pompiers de Lima et les villes, etc. Donc, de où cette exposition qui s'appelle Là où danse le diable, ou en espagnol, Donde el diablo baila. C'est beau, ça. Qu'est-ce que c'est beau, ça. C'est lui qui a fait tout ça? C'est lui qui a fait Lucas. Ouais. Je veux l'avis de Ivan là-dessus. On a un imaginaire de qu'est-ce que c'est le Pérou en France, mais c'est souvent basé un peu sur les clichés. On montre les mêmes choses tout le temps. Et moi, j'essaie de montrer qu'il existe une culture vivante. Il existe des jeunes qui écrivent, des jeunes qui font de la peinture, des gens qui font des photos. La musique. De la musique. Donc ça, c'est Des rockers. Oui, exactement, des rockers. On est contemporains, simplement, on a un degré différent des cultures, mais on est pareil. Tous les gens que je rencontre viennent d'ailleurs, mais sont tous extrêmement insérés dans le tissu social. Vous travaillez directement avec les associations, vos associations, avec la mairie, et vous inventez, vous créez des choses. La question, est-ce que si vous étiez resté là-bas, au Mexique, par exemple, au Pérou, est-ce que vous auriez fait les mêmes choses? Je pense qu'on aurait fait la même chose pour tisser des liens entre communautés, parce que, par exemple, dans le cas du Mexique, il y a toujours les côtés ville et campagne. Les indigènes, les gens qui habitent dans la campagne, les citadins. Peut-être c'est cela aussi la manière, si j'aurais pu continuer ma vie au Mexique, de tisser des liens entre l'héritage, la culture, la nature, dans son monde citadin. Mais ici en France, je fais la même chose qu'il fait Carlos, sauf avec mon moyen artistique comme lui, de faire parler la culture mexicaine en France, avec les liens qu'on peut créer à Bordeaux. Parce que la ressemblance de nos projets, c'est qu'on cherche la culture, on va hisser le public vers la connaissance. Le Pérou, c'est différent, je pense, parce que le Pérou, c'est un pays qui est très divisé en question raciale, avec une communauté indigène très large et une minorité blanche qui tient le pouvoir. Et ça, c'est hyper évident au Pérou. Il y a des différences qui sont énormes. Donc, moi, je pense que ce sont des choses pour lesquelles les gens qui sont au Pérou et les gens qui sont là-bas travaillent beaucoup pour essayer justement d'échanger toutes ces choses, de créer des ponts entre les gens, entre les différents gens. Nous, au Pérou, on a encore un certain système de castes où c'est très difficile la mobilité sociale et la mobilité sociale et la place dans la société, elle est souvent marquée par la couleur de la peau aussi. Évoluer d'une classe à l'autre, c'est difficile. C'est très difficile. Pourquoi partir du Pérou? Plusieurs choses en réalité. Déjà, j'avais envie de vivre ailleurs, simplement. C'était la première chose. Ma compagne, elle est française. Et d'accord, au moment où elle voulait rentrer, moi, je me suis dit, c'est intéressant de découvrir, mais aussi, je voulais faire des études. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un master ici. J'étais archéologue au Pérou. Fini le petit marteau de l'archéologue, alors. Ouais, oui, c'est ça. Des fois, ça me manque, mais c'est une autre vie qui a commencé quand je suis arrivé ici. Et vous n'avez jamais souffert de racisme en France? Non, je pense pas. Non? Je pense pas. Je pense que les Latinos, on a un avantage, on a une discrimination positive ici. Oui. Les gens pensent plutôt que Latino c'est cool, c'est sympa. C'est très différent en Espagne. Carlos, quelle était votre première image en arrivant en France, en sachant que vous alliez vous installer en France définitivement? Quelle image vous retenez? Quel souvenir vous avez? La liberté. Cette sensation de liberté qu'on a ici, de pouvoir marcher dans la rue sans avoir peur. Je fais partie d'une génération qui a grandi avec les conflits armés au Pérou. Oui. Et la dictature. Je suis arrivé le mois de septembre ici, il faisait beau. Et je me disais, c'est incroyable, les gens sont en terrasse. Cette sensation de liberté, c'est quelque chose qui m'avait vraiment fait sentir que je voulais rester ici, au moins passer une partie de ma vie ici.
Là, c'est toi, Là, c'est à Paris, oui. mais tu es à Paris. 2004. Là, on a les cheveux qui poussent. Ah oui, ça c'est symbolique parce que c'est mon père, moi-même et ma sœur et les mariachis qui jouaient l'anniversaire. Ton père pouvait pas te renier, hein, parce que vous avez le même visage, quand Oui, même. oui. Hein. C'est incroyable, hein. Mon père, il n'a pas fait d'études, mais il était formé presque en ingénieur. C'est un entrepreneur. Ma mère, elle a malheureusement décédé très tôt. Donc j'avais 11 ans, donc mon père nous a élevés avec mes 2 sœurs et moi, 2 sœurs. Syria et Kena. Ton père était autodidacte, mais amateur de littérature. Oui. Quel est le livre qui pourrait ressembler le plus à ton père ou le livre qu'il t'a fait lire? En fait, c'est les livres qui étaient à la maison, ou que je pensais que c'était important parce que mon père les rangeait bien. Et d'ailleurs, je l'ai ici. Quand j'étais petit, je disais mon héritage, ça va être tes bouquins. Et depuis que j'ai quitté le Mexique, je l'ai ici. Donc c'est un vieux bouquin des années 70. La fuerza de las palabras, la force des paroles. La force de la parole. Voilà, c'est un dictionnaire mélangé avec des histoires, des mots, des biographies, mais c'était très important de voir les livres à la bibliothèque. Je le feuilletais, je ne savais pas lire, et je me suis dit que c'était quelque chose à garder, et je le garde. Je voudrais juste savoir, quand tu es arrivé en France, au moment où tu décides de quitter la France, avec ta compagne de l'époque, Oui. tu sais parler français. Très peu. Très peu. Que dire? Bonjour, je m'appelle Ivan. Mais au moment que j'arrive en France avec mon ex-compagne, elle m'a beaucoup aidé, donc je la remercie. Je dis, parle-moi en français. Parce que l'espagnol, c'est pas quelque chose qui va me donner beaucoup d'aide ici, c'est le français. Donc chaque moment que j'essayais de parler, c'est une manière un peu d'avancer. Parce qu'en France, si on ne parle pas très bien le français, les gens sont durs. À ce propos, on a pu évoquer avec Carlos, du Pérou. Je lui ai demandé s'il avait souffert du racisme en arrivant en France. Il a dit non, un non assez catégorique. Mais toi, tu n'avais pas l'air d'accord et j'ai senti que tu étais beaucoup plus réticent par rapport à ce non franc et massif de Carlos. En fait, le racisme, je commençais à le comprendre en France et aux États-Unis. Parce que j'ai vécu avec ma famille pendant 2 ans aux États-Unis. Et là, j'ai compris ce que c'était le racisme. C'est-à-dire? Mon père, il était, comme beaucoup de Mexicains, ils sont passés à la frontière pour travailler en 85-86. Et on est allé le rejoindre. Donc, j'étais allé dans une école avec eux, enfin, une école américaine. Et là, j'ai vu vraiment le racisme. Des mots que je ne peux pas prononcer en anglais. Le Mexicain, tout était racisé. Les Mexicains, les Guatémaltèques, les Noirs, Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de divisions, sachant qu'on était dans la même classe d'élèves. Enfin, la couleur, on l'utilise pour faire de la peinture au Sévillais, mais à part ça... Ce racisme que tu as vécu aux États-Unis, tu l'as retrouvé en arrivant ici en France, à Toulouse, puis ici à Bordeaux? D'une certaine manière, plus rampant? C'était plutôt la méfiance. Quand on ne parle pas bien le français, les gens, tout de suite, ils font un regard un peu... Qu'est-ce qu'il dit? Je pense que c'est l'incompréhension. Et en France, quand on sort dans la rue, personne ne se ressemble. C'est ça qui est un peu compliqué pour moi de comprendre. Voulez-vous l'égalité, mais en sachant qu'on est dans une diversité énorme. Aujourd'hui, j'aime trouver la diversité et essayer de la plasmer dans la peinture, dans toutes les choses que je fais, parce que je pense que c'est ça la clé pour comprendre, que les gens comprennent qu'il ne faut pas combattre quelque chose qui est inévitable. C'est la magie de la France, c'est que c'est un pays monde. La métamorphose d'Ivan, qui fait tomber le stylo, Oui. et qui prend le pinceau, c'est à quelle époque? Fin 2016, 2017, quand j'ai eu une grosse dépression parce que je n'arrivais pas à parler le français comme je voulais, je n'arrivais pas à l'écrire comme je voulais. Et là, je fais ce qu'aujourd'hui les gens disent burn-out. Et je ne trouvais pas un travail fixe, les factures qui arrivaient, tous les conflits qu'on a dans une vie normale de couple. Et je me trouvais un peu impuissant. C'est-à-dire que je savais que je pouvais faire, mais je n'arrivais pas à le faire.
Donc ça fait une espèce de crack. Et pour me soulager, j'ai commencé à dessiner. Et à partir de 2007, la peinture m'a aidé à construire ce qui me manquait avec l'orthographe et les mots. Mais le processus de la dépression jusqu'à la peinture, ça a permis de jaillir des choses nouvelles et de l'énergie nouvelle. Donc on a pris une espèce de 2.0 de ce que j'ai pensé être et ce que je suis aujourd'hui. À un moment, on était ensemble, je ne sais plus à quel moment, et tu considérais qu'il y a un moment un peu surnaturel. Tu peux m'expliquer ce que tu veux dire par ce côté un peu étonnant quand c'est arrivé, ce déclic? Ben, je l'ai encore. C'est une espèce d'étincelle qui est là, qui jaillit comme ça, paf, c'est la création. Après, je ne sais pas si tout le monde l'a, mais on peut la chercher, on peut la trouver. Au boulot, dans la famille, au jardin, etc. Il y a quelque chose en nous. Ça, c'est tout le monde. Noir, bleu, jaune, carré. Tout le monde a cette... Mais il faut le chercher. La spiritualité, la culture, la religion. Mais on a quelque chose en nous. On n'est fait que des matières et d'énergie. Le point de départ, c'est d'où on vient. Accepter les positifs ou négatifs, si c'est une question des cultures, des sociétés, des religions. Après, c'est à nous. Il n'y a pas un papa, un maman qui va nous toujours former. C'est à nous de prendre la responsabilité de ce qu'on va faire de l'existence qu'on a. C'est la peinture que je fais, ça dépend si c'est un contexte actuel. Je demande au passé de m'aider. Si c'est un contexte de passé, j'essaie de l'adapter au contexte présent. C'est une espèce d'arche qui va entre les passés, les présents et les futurs. C'est ça. En fait, mon postulat politique, c'est la peinture, c'est le relationnel avec les gens. C'est tout ce que je fais en peinture, je le fais avec les gens, dans les expositions. On est acteur de ce qu'on croit. Depuis que nous sommes ensemble, tu nous as beaucoup donné de choses. Oui. J'ai l'impression qu'on est un peu au Mexique, mais qu'on est aussi à Bordeaux. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. On est un peu au Mexique avec toi et on est aussi sur la toile. On va te laisser à la toile, mais avant ça, je dois te donner quelque chose. Ah. C'est notre carnet, et sur ce carnet-là, tous ceux qui étaient avant toi ont écrit quelque chose. Tu dis là-dessus, moi je suis Ivan, et tu m'écris quelque chose, je le lirai plus tard. Ok. Dans le train ou ailleurs. Je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.